Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Zone d'opération, pour une fois en personne avec Joseph Enrotin de Man de Myth de Legend, qu'on a pour une fois la chance d'avoir en studio puisque c'est à l'occasion d'un de vos passages par Paris. Bonjour Joseph. Bonjour. Et donc pour parler évidemment du front ukrainien, front multiforme et qui a tendance à un peu s'étendre aussi vers le nord-ouest en ce moment, on y reviendra, mais peut-être c'est utile de commencer avant tout par un petit point sur la situation terrestre. On en parle à chaque fois, les fronts manifestement les plus actifs c'est évidemment vers Pokrovsk, avec cet encerclement, non-encerclement des Russes, en tout cas qui essayent de couper Pokrovsk et de taper donc un certain nombre d'axes logistiques. Voilà, où est-ce qu'on en est selon vous et quelles sont les perspectives, disons, à court terme ? Alors, effectivement, sur cette zone-là, finalement, on voit malgré tout toujours un grignotage de la part des Russes, mais avec des avances qui sont finalement assez limitées, parce que finalement le blocage tactique dont on parlait les autres fois, il continue d'opérer. Avec effectivement cette fragmentation, cette archipélisation des défenses ukrainiennes. Donc finalement, on a des coups de sonde russes. De temps en temps, ça passe. De temps en temps, ça ne passe pas. Avec donc ce blocage qui est toujours là, avec une offensive russe qui pourrait bénéficier d'un certain nombre de renforcements qui ont déjà eu lieu, avec un dégarnissement des concentrations russes qui étaient du côté de Kherson, etc., des concentrations qui étaient du côté de Soumy, donc cette fois-ci dans le nord-est de l'Ukraine, donc avec un renforcement finalement du dispositif russe, qui finalement ne passe toujours pas à l'action. Alors, est-ce que c'est... Là aussi beaucoup de questions, mais est-ce que c'est toujours le fait de grouper ces forces en attendant de chercher, en attendant de passer en force lorsque finalement une zone aura été comprise et reconnue finalement comme permettant l'engagement d'un nombre significatif de blindés ? Question. Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, etc., parce que les Ukrainiens continuent à travailler un peu dans la profondeur, font de l'interdiction du champ de bataille sur les approvisionnements logistiques, les approvisionnements en carburant. Il y a des problématiques un peu plus larges aussi, mais ça on y reviendra, sur la production en fait de carburant utile aux forces. Bref, toujours est-il qu'on est dans une situation qui est relativement inchangée, avec toujours ce grignotage qui intervient, avec toujours cette incapacité tant de l'un que de l'autre finalement à se remettre en route dans cette situation de blocage. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Le prochain hors-série de DSI sera justement sur la notion de manœuvre. Et face aux situations qu'on connaît aujourd'hui, donc de blocage dû à la fois à un manque de ressources humaines et d'unités d'une manière générale, plus le retour à une espèce d'hyper-défensive finalement, avec la combinaison drone, artillerie, mine. Comment, finalement, réenvisager, si c'est nécessaire, la notion de manœuvre, en particulier pour un acteur qui se retrouve finalement avec moins de force et qui donc ne peut pas jouer l'attrition et l'usure ad vitam aeternam. Donc on a cette zone sud où finalement Pokrovsk devait tomber, elle n'est toujours pas tombée, Konstantinivka, je n'y arriverai jamais, devait tomber, elle est aussi de l'autre côté finalement du saillant, elle n'est pas toujours tombée non plus, grosse concentration de drones, où l'on voit apparaître de manière de plus en plus significative d'ailleurs l'intégration de modules d'IA sur les drones. Voilà, le problème des drones évidemment c'est la guerre électronique, plus les opérations sont fixes, plus les Russes comme les Ukrainiens d'ailleurs, peuvent mettre en place des modules de guerre électronique pour brouiller. La réponse russe, c'était les drones avec de la fibre optique, donc sauf à couper le câble, effectivement vous êtes insensible à la guerre électronique. Eh bien la solution ukrainienne cette fois-ci par rapport à cette question-là, c'est l'intégration de modules d'IA. À la fois parce qu'il y a des modules qui existent et qui peuvent être plugués, si vous voulez, sur des drones préexistants. Ça permet de faire du recyclage, quelque part. Soit parce que les drones ont d'emblée été construits avec de l'IA intégrée, et on sait que les Allemands, notamment Helsing, ce genre de boîte, travaillent déjà depuis plusieurs mois avec les Ukrainiens à la mise en place de drones dotés d'une IA, donc qui vont détecter dans une zone donnée, dans une kill zone. Ils vont voir un blindé, ils vont taper le blindé.
Alors le blindé ou l'homme, ça c'est encore une bonne question. Pour l'instant, les seules images qu'on voit, ça tape du blindé, ça tape du véhicule, que ce soit du véhicule, l'Ibucom car, c'est l'espèce de van hippie à la russe, là, le Scooby-Doo van, là. Soit du pick-up, des choses pareilles, dans des zones qui sont réputées là pour le coup absolument sans civil. Donc la question éthique, la question des règles d'engagement se pose pas trop. Donc évidemment, là, la question, c'est jusqu'à quel point, finalement, cette IA va se généraliser sur les drones ukrainiens. Quels vont être les effets de cela sur la conduite des opérations? Déjà, on va reparler des robots tueurs, ça, je peux vous l'annoncer. Ah oui, immanquablement. Non, mais parce que, bon, c'est le fait est, mais c'est une discussion intéressante qu'on n'a pas si souvent, mais que on a passé des décennies, enfin des années, même des décennies à dire que ça n'existait pas parce que ça n'avait aucun intérêt, les robots tueurs. C'est absolument vrai, notamment dans un contexte de contre-insurrection. Le fait, je peux rappeler, dans un contexte de contre-insurrection, le dernier truc que vous voulez, c'est ne pas pouvoir expliquer pourquoi une population, enfin quelqu'un a été tué par une de vos armes. En revanche, dans un module de guerre de haute intensité, enfin de guerre relativement symétrique comme celui-là, le fait est qu'il y a une délégation, dans une certaine mesure, de la décision d'engager le feu, de plus en plus à la machine, qui ravive des vieux fantasmes qu'on a passé des années à essayer de combattre, qui là reviennent à la charge, quoi. Alors oui, mais dans le même temps, finalement, à mon sens en tout cas, ça reste de l'ordre du fantasme, parce qu'en réalité, la machine décide par rapport à un répertoire qu'on lui a donné. Elle ne décide pas elle-même du répertoire. Donc si on dit à la machine, voilà, dans telle zone, voilà, qu'on cercle bien sur la carte, dans telle zone, s'il y a un pick-up, alors le pick-up par définition il peut être civil comme militaire, par définition c'est un véhicule civil éventuellement militarisé, voire pas du tout, et même pas repeint. Est-ce que c'est vraiment un robot tueur? Le robot tueur, c'est le truc qui va se lever un beau matin, qui va décoller un beau matin pour se dire « Tiens, aujourd'hui, je tuerai bien quelqu'un ». C'est pas comme ça que ça marche, de toute manière. Donc, c'est-à-dire que même si il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois de cela, il y avait eu quelques publications ukrainiennes qui travaillaient justement sur le comportement du soldat russe, de manière à pouvoir reconnaître le pattern, si vous voulez, de la progression d'un soldat russe, etc. Donc, une démarche un peu titubante, une haleine chargée, enfin ce genre de choses. Voilà, un petit peu d'antigel dans les veines, ce genre de choses, un peu liquide de frein, voilà. Et ceci dit, la drogue et l'alcool sont de vrais problèmes dans l'armée, et le HIV sont de vrais problèmes maintenant dans l'armée russe. Mais en l'occurrence, l'idée évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous avez le pattern, la manière de se comporter du soldat russe en progression sur le terrain, évidemment, on peut se dire que tout ça va être intégré dans un drone et ainsi de suite. Bon, alors en fait, quelle est la différence finalement entre cela, c'est-à-dire la possibilité qu'un drone reconnaisse un soldat russe ou pas? Ça peut être un civil beurré qui... ça serait tout de même étonnant dans certaines zones d'avoir un civil un petit peu murgé qui se balade en plein milieu d'une zone de bataille. Et mais... l'idée étant a priori pas ça, l'idée étant a priori plutôt des petites unités qui se déplacent d'une certaine manière selon tel profil, qui se regroupent ensuite, par exemple comme on les voit faire en ce moment avec les tactiques d'infiltration par groupe de 2 ou 3. Bon, on déconne avec les Russes bourrés, mais c'est plutôt ça qui serait reconnu comme type de mouvement, quoi. Voilà. Et alors, la question qui se pose, que je posais dans le dernier DSI, pendant des années, on a dit c'est tabou. Maintenant, effectivement, dans un contexte de haute intensité, dans un contexte où un État qui est engagé dans une guerre de survie, finalement fait face à ce genre de situation, est-ce que ça doit continuer à être tabou? Quelle est la différence entre cela et un sniper qui va ajuster son tir, ou l'utilisation, comme on voit très fréquemment, pour le coup, la plupart des drones aujourd'hui utilisés par les Ukrainiens comme par les Russes d'ailleurs en Ukraine, sont là pour targeter des gens, qu'ils soient militaires ou dans le cas des Russes à Kherson, des civils, où on a des chasses aux civils dans Kherson à coups de drone. Quelle est la différence donc entre un drone qui, avec un haut niveau de probabilité, effectivement foncerait sur un groupe de militaires russes et un sniper qui arriverait ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi je pense que la question mérite d'être posée. On vous répondrait, la différence c'est la décision d'engagement qui est rapportable ou pas à une personne sur le moment qui prend une décision ou à quelqu'un qui a programmé
On n'avait pas du tout prévu de parler particulièrement de ça, mais c'est très intéressant puisque quand vous êtes en studio, ça fait toujours une discussion un peu différente aussi. Mais voilà, c'est ça la discussion, c'est ça qu'on vous répondrait. C'est la différence vient de est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appuyer sur quelque chose à l'instant T pour faire un effet létal, quoi. En fait, la décision est différée. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même appuyer sur la gâchette d'une arme de précision, où là effectivement vous êtes conscient d'eux. Vous pouvez, et comparativement, vous vous retrouveriez avec une arme dont vous vous dites, ok, dans tel secteur qui est réputé ne pas comporter de civils et qui est clairement disputé, etc., on n'a pas de gars à nous, donc les seuls gars qui sont là finalement, c'est des Russes, on a modélisé leur comportement. Il est donc fort probable à 99,98% que quand le drone va se loquer, va verrouiller quelque chose, ce soit des soldats russes. Est-ce que cette différence vaudrait... Alors c'est une question un peu dérangeante, mais je pense qu'il faut se la poser, parce que d'autres vont se la poser de toute manière. Est-ce que cette différence vaudrait le fait de passer outre ce type d'armement ? C'est une question, je pense, qu'il faut avoir le courage de se poser. En particulier quand on est dans une guerre, effectivement, de survie, dans une guerre de nécessité, qui est une guerre de haute intensité, qui est une guerre virtuellement totale pour l'un comme pour l'autre, et où l'attrition joue un rôle essentiel, et où l'attrition, cette logique d'attrition, est défavorable à l'acteur qui, justement, lui, est dans le bon. Qui fait se défendre finalement. L'idée, c'est d'autoriser tout de même l'Ukraine à se défendre. J'ai pas de réponse, alors j'ai mon opinion, mais j'ai pas de réponse ferme et définitive d'un point de vue académique. En tout cas, la question mérite d'être posée. Bon, alors ça, c'est la situation sur le front, avec cette pression un peu continue des Russes, avec ces dilemmes multiples pour les Ukrainiens en fonction des secteurs qu'ils souhaitent défendre plus ou moins intensément. Il y a toujours l'autre composante, c'est évidemment la dimension aérienne, puisqu'il y a toujours une guerre aérienne, ou plutôt... appelons-la aérobalistique peut-être plutôt, puisque donc là, dans quelle phase est-ce qu'on en est selon vous ? Alors d'abord, pour rebondir sur cette question des dilemmes, effectivement, c'est que l'axe principal de progression des Russes, il est effectivement plutôt vers Pokrovsk, etc. Mais il y a un autre axe qui est déjà à l'œuvre depuis maintenant déjà depuis plusieurs mois, et qui court grosso modo de Liman, donc là, cette fois-ci on est plutôt dans l'est du pays, et qui remonte vers Kupiansk, et qui touche finalement la zone qui avait été reprise par les Ukrainiens fin été et automne 2022, avec des Russes qui sont dans les faubourgs de Kupiansk. Ça, c'est très embêtant pour les Ukrainiens. Parce qu'autant effectivement les Russes reculent un petit peu du côté de Soumy, etc., autant il y a des contre-attaques ukrainiennes qui là aussi grignotent un petit peu de territoire, c'est pas non plus Bézef. Autant Kupiansk est un point important pour tout ce qui est logistique dans cette zone-là. C'est vraiment une zone de rencontre de voies ferrées, de routes, un passage au-dessus de l'Oskil, de la rivière là, qui délimitait un petit peu la zone qui avait été reprise par les Ukrainiens. Donc ça, évidemment, c'est problématique, parce que quand vous n'avez plus énormément de force, certes, les Ukrainiens sont en train de mettre en place leur corps d'armée, etc., mais on ne l'a pas encore vu en action. Mais quand on n'avait plus énormément de force, plus énormément de bataillons, etc., ça donne un dilemme, si vous voulez, où il faut choisir entre défendre du côté de Kupiansk et défendre du côté de Pokrovsk. Donc là, il y a des choix qui sont difficiles à faire, et on peut gager que les Russes vont continuer à pousser, là aussi, donc, du côté de Kupiansk. Et ça va produire un dilemme de plus en plus saillant, on va dire, pour les Ukrainiens. Alors à côté de ça, effectivement, il y a toujours cet aspect de campagne aérobalistique qui est très intéressante, parce que finalement, quand on discute un petit peu, quand on lit un petit peu la littérature autour de la stratégie aérienne, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens qui disent finalement, l'Ukraine, si ça avait été nous, quelque part, ça ne se serait pas passé comme cela, simplement parce que on aurait imposé d'abord la supériorité aérienne, et puis à partir de ce moment-là, ça aurait dégagé une liberté d'action pour les forces terrestres et pour les actions air-sol, pour faire de l'interdiction du champ de bataille, etc. etc. Et donc, quelque part... Toute l'armée de l'air française et occidentale pense comme ça, disons-le. Oui, c'est... sauf que
ça, c'est une vision. Cette vision-là, c'est une vision de la puissance aérienne. Et c'est effectivement la vision finalement héritée de Desert Storm, hein, tempête du désert, 91. On éclate littéralement la force aérienne irakienne. Et puis, voilà, une fois qu'on a défoncé les radars et quelques systèmes antiaériens, du coup, on a une liberté d'action, etc. Bon, ça, c'est le scénario, on va dire, optimiste. Maintenant, ce que font à la fois les Russes et les Ukrainiens, c'est une autre vision de la puissance aérienne. C'est-à-dire que l'idée de la puissance aérienne, c'est quand même d'utiliser la troisième dimension pour produire des effets. Donc ça, c'est commun aux deux visions des choses. Sauf que là, évidemment, vous n'allez pas directement engager vos avions. Si les Russes engagent leur aviation de combat, on va dire, directement, hein, leur aviation pilotée, directement au-dessus de Kiev, etc., il y a quand même des chances que les Ukrainiens en abattent quelques-uns. Donc on n'a pas encore vu Tupolev 22 larguer des bombes au-dessus de Kiev, par exemple. Donc ils font quoi ? Ils larguent du missile de croisière, ou le plus souvent, ils tirent du missile balistique, de l'Iskander, du KN-23 nord-coréen. C'est quand même dingue d'avoir des engins nord-coréens qui frappent le sol européen. Où, évidemment, la grosse majorité des tirs se font avec des Guerran, des Shahed, donc des one-way attack UAV. Du côté ukrainien, c'est un peu la même chose. Une aviation qui a quand même pas mal souffert, mais qui continue d'opérer, mais qui va opérer là aussi plutôt en retrait, parce que là aussi l'effet d'interdiction est important, et des Ukrainiens qui eux aussi vont travailler avec des one-way attack UAV pour aller taper dans la grande profondeur. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la manière de gérer finalement, dans le targeting, quand on parle de stratégie aérienne, la question première, c'est effectivement l'acquisition ou pas de la supériorité aérienne. Donc, dans cette vision-là, aérobalistique, ça importe moins, parce que vous allez jouer de la masse vous allez jouer de la masse finalement du missile, quelle que soit sa forme. On parle de one-way attack UAV, mais un drone, c'est censé revenir. S'il est one-way, c'est peut-être plus un drone, c'est peut-être un missile. De fortune, certes, mais ça reste un missile. Et donc ce concept-là, c'est l'idée que, vu que ce qui est en l'air, c'est essentiellement des missiles, donc personne dedans, voilà, la supériorité aérienne permanente a beaucoup moins de pertinence, puisque vous n'êtes pas... il y en a qui se feront abattre, d'autres qui passeront, etc. Mais en tout cas, l'idée qu'on soit supérieur et qu'on maîtrise l'espace aérien de la manière dont on le pense, cet objectif dans le bloc occidental, dans les armées otaniennes, ça a moins de pertinence, puisque, il y a des trucs qui volent, qui ne reviennent pas en l'air, et donc c'est moins important, ce qui est une conception très soviéto-russe, de la domination aérienne. Voilà, vous essayez de passer en France. Alors, ceci dit, la supériorité aérienne, elle continue de compter, mais seulement elle est élargie. C'est-à-dire que c'est plus uniquement avion contre avion, c'est aussi défense sol-air contre ces missiles, avec l'adoption derrière ça de toute une gamme de réponses, depuis des pick-up avec des mitrailleuses des années 50, mais dotées d'un petit module d'IA pour aider à abattre les Shahed, en sachant que les Shahed, ils font la grosse masse qui doit saturer les défenses aériennes ukrainiennes, pour permettre ensuite aux missiles de croisière, aux engins balistiques, etc., de passer quelque part, avec tout un calcul à faire pour pas effectivement tirer du SAMP ou du Patriot contre du Shahed. C'est quand même du gaspillage, et pour les réserver à ceci, cela. Donc il y a tout un jeu qui se fait, mais qui transforme là aussi, si vous voulez, le caractère de la supériorité aérienne. Le but du jeu, c'est toujours d'avoir le ciel le plus clair possible, dans les deux cas, sauf qu'en fait, on va varier pour le coup les options. Autant les options d'attaque sont variées parce qu'il y a différents types de missiles, etc. Autant les options défensives doivent être variées aussi. Donc il y a tout un jeu de changement de caractère finalement de la supériorité aérienne, mais il y a aussi, et ça c'est une constante en stratégie aérienne, cette question en fait du ciblage. À partir du moment où vous avez des avions ou des missiles qui fonctionnent, qui ont une certaine portée, on prend le compas sur la carte et qu'est-ce qu'ils peuvent taper ou pas, qu'est-ce qui est intéressant militairement de taper ou pas. Intéressant de voir évidemment la disjonction qu'il y a entre les Ukrainiens et les Russes de ce point de vue-là, avec des Russes qui ont pu évoluer au fur et à mesure de la guerre. À un moment donné, ils tapaient beaucoup les voies ferrées ukrainiennes, ce qui était militairement pertinent, on va dire, parce que vous avez quand même pas mal de logistique qui passe par là, donc c'est embêtant quand on perd ces chemins de fer. Et puis, une focale qui s'est faite sur les infras énergétiques, sur les villes. On voit parfois un KH-101 qui coûte un pont, qui va taper un immeuble d'habitation.
Voilà, donc on est dans la pure, finalement, on va pas parler de bombardement de terreur, etc., mais en tout cas, il y a une pression qui se fait sur le moral des populations. Alors historiquement parlant, ça marche pas. Les populations ne se retournent pas contre leurs dirigeants pour demander la fin de la guerre, etc., quand bien même le moral est affecté. Par contre, il y a ce calcul indirect qui consiste pour les Russes, finalement, à mettre la pression sur les villes, sachant que politiquement parlant, les Ukrainiens ne peuvent pas ne pas défendre leurs villes. Pendant qu'évidemment les villes sont défendues, les défenses aériennes ne protègent pas les troupes sur le front, donc ne créent pas de la liberté d'action pour l'aviation ukrainienne ou les hélicos ukrainiens, la 3D ukrainienne on va dire, sur les zones de front. Donc il y a cette logique-là. Là où les Ukrainiens, eux, sont dans cette logique de « je vais fracasser les centres de gravité, les points décisifs du système russe ». Centre de gravité d'un pays mono-exportateur, largement mono-exportateur, le pétrole. Ils exportent aussi de la vodka. Ouais. Ils exportent aussi de la vodka et de l'armement. Donc on va taper finalement les raffineries, etc., avec un certain nombre d'effets, on pourra peut-être en reparler. Ils vont taper l'industrie de défense quand c'est apporté, et typiquement celle qui produit des drones, ou des composants pour des drones, ou des composants en fibre optique, ce genre de choses. Ouais, les usines de chars et les usines aéronautiques, a priori, elles sont pas proches de la ligne de front. Par contre, ça avait du sens pour eux d'implanter les drones, etc., pas trop loin, parce que ça limite aussi les flux logistiques. Donc, c'est aussi des cibles qui sont plus à portée des Ukrainiens, quoi. Voilà. Et même chose pour des dépôts qui sont là une fois que ces drones sont là, avec des bases d'où sont plus ou moins tirés ces drones, avec des hangars, etc. Il y en a quand même quelques-unes qui ont été tapées. Et puis, ce qu'on voit, c'est que là aussi, les Ukrainiens, malgré tout, ils font face à une certaine limitation du nombre de leurs missiles, avec de temps en temps les lignes ferroviaires russes qui sont tapées, parce que là aussi, pour les Russes, évidemment, le ferroviaire est quelque chose d'excessivement important dans leur grande logistique, et notamment cette ligne qui avait été reconstruite finalement, qui a été construite plutôt de toutes pièces, dans le pont terrestre finalement entre Donetsk, Lugansk et la Crimée, et donc qui constitue un petit peu leur colonne vertébrale logistique, et donc avec des Ukrainiens qui vont évidemment essayer de taper un maximum les trains de carburant, les trains de munitions, les ceci, les cela, avec des effets qui sont forcément... les flux ne sont pas interrompus à 100%, mais l'idée, c'est d'essayer de les réduire un maximum pour réduire ensuite la pression. C'est une logique de campagne d'interdiction du champ de bataille, pour réduire la pression sur les zones. Donc l'un dans l'autre, question là aussi... est-ce que les actions ukrainiennes sur les lignes de communication russes ont eu pour effet de retarder l'offensive des Russes, donc direction Pokrovsk et ainsi de suite. Donc jusqu'où ça marche finalement, cette logique d'interdiction? Bonne question. On n'a pas suffisamment de données pour avoir une réponse ferme et définitive. On voit par contre qu'au niveau des frappes sur les raffineries, ça a des incidences. Donc on voit bien qu'il y a, sur les chaînes Telegram, etc., on voit bien qu'il y a quand même de plus en plus de fils dans les stations essence pour les civils, en tout cas. Que ce soit dans la région de Donetsk, Lugansk, ou que ce soit même du côté de Moscou, etc. Donc on voit bien que les Russes ont un problème dans la production de produits raffinés, d'autant plus que les Ukrainiens, quand ils vont viser des raffineries qui sont assez grandes, ils vont viser les colonnes de distillation ou telle installation qui est vraiment centrale dans le jeu de production pétrolière et qui est embêtante à remplacer. C'est quand même pas des matos qu'on trouve au GOUM du coin. Et ils n'hésitent pas non plus, manifestement, à faire des repasses une fois qu'ils ont vu que l'installation redémarrait. Donc là, il y a une vraie démarche en fait de ciblage qui est très, très occidentale, là pour le coup, et qui semble produire des résultats. Là aussi, question, jusqu'où ça produit des résultats embêtants pour la machine de guerre russe. Parce que que les civils reçoivent moins d'essence, de diesel, etc., ok, c'est les premiers effectivement à être délestés quelque part. Ça peut se comprendre, priorité va aux forces armées. Mais jusqu'où ça touche les forces armées, voilà. En sachant qu'il y a quand même pas mal de raffineries qui sont quand même dans l'Ouest à portée des engins ukrainiens. Question toute bête que je me pose, ils sont sur c'est le même carburant pour tout le monde en Russie? Parce que c'est longtemps qu'on n'en a pas parlé à ce micro, c'est très intéressant. La sortie du carburant universel. Il y a une époque où il y avait un carburant universel, et puis
En fait, on est sur des matos qui sont les hélicoptères, ça a des besoins spécifiques, qui sont pas celui d'une frégate, etc., etc. Donc, bref, on a changé, en Occident en tout cas, on a évolué vers une série de carburants différents. Les Russes, c'est pareil, c'est un peu les mêmes dynamiques. Alors là, pour le coup, je ne suis pas expert en la matière. Ceci dit, c'est clairement pas le même carburant entre l'aviation et les véhicules classiques, on va dire. Tout ce qui est char, etc., ok, ils vont peut-être tourner au diesel. Maintenant, ceci dit, il y a de plus en plus de véhicules civils qui sont utilisés, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Quand on voit les pertes quotidiennes, etc., pick-up, Bukenka, camions, on peut penser que les camions, les Oural, les Kamaz, etc., ça roule au diesel un peu comme chez nous. D'un autre côté, le pick-up, il roule pas toujours au diesel. Et le Bukenka non plus. Donc il y a des variations, là, à mon avis, qui sont à faire. Parce que si c'est segmenté, ça veut dire qu'il y a aussi des raffineries, des centres de production segmentés qui peuvent permettre d'impacter tel ou tel type de matériel plus que les autres. On sait que certaines raffineries, elles sont beaucoup plus orientées vers la production de carburant aviation, par exemple, et qui ont été tapées. Et là, on sait très très bien qu'effectivement, si on tape ça, sur le kérosène, alors après les variations de kérosène, là, ça sort carrément de mon domaine de compétences. On invitera un jour quelqu'un du SEO, du service des essences des arts. C'est super intéressant en fait comme secteur. En sachant également que comme les Ukrainiens travaillent sur les lignes ferroviaires et notamment toutes les petites cabines électriques, etc., et les sous-stations électriques, ça force les Russes à utiliser des locomotives diesel pour prendre le relais, et en sachant que les Russes, leur priorité, c'était plutôt d'électrifier. Alors c'est Benjamin Gravis qui a beaucoup travaillé là-dessus, étant lui-même dans le secteur ferroviaire. Benjamin Gravis, c'est donc connu sous le nom de Red Samovar sur les réseaux, qui est, je pense, le meilleur spécialiste des équipements soviétiques puis russes francophones, qui écrit très régulièrement, qui a donc le blog Red Samovar et qui écrit très régulièrement dans les pages de DSI. Tout à fait, et qui avait fait à l'époque un très très chouette article justement sur l'utilisation des chemins de fer et des troupes ferroviaires russes. Ils ont toujours des troupes ferroviaires, 50 000 gars quand même, justement dans la logistique stratégique des Russes, et où ils disaient il y a quand même des problèmes majeurs qui leur pendonnaient, effectivement, cette dépendance à l'électrification, avec finalement assez peu de locomotives diesel. Puis, de temps en temps, on s'aperçoit que c'est ces locomotives-là qui brûlent, parce qu'un groupe de partisans, cela, a fait cramer. Là aussi, en termes de ciblage, c'est pas innocent. Vous voulez dire que la solution n'est pas l'électrification, même pour les véhicules militaires? En tout cas, en temps de guerre, c'est pas nécessairement la solution. Ouais, mais c'est bon. Pareil, on a fait un épisode récemment avec Arcus où on parlait de ces dynamiques d'hybridation, d'électrification, vers lequel je renvoie, mais où on voit que c'est très contre-intuitif. C'est pas du tout. C'est les dynamiques totalement inverses du civil, où au contraire, on cherche pas du tout à revenir, à utiliser que de l'électrique. On cherche au contraire à revenir les batteries pleines pour alimenter des postes, pour alimenter tout un tas d'appareils électriques sur base, et que donc faut pas penser les véhicules électriques militaires avec une analogie avec les véhicules électriques civils, parce que ça marche pas du tout pareil. Puisqu'on on dérive à chaque fois, mais bon, ça va très bien. Non, mais puisqu'on parlait de guerre aérienne, c'est peut-être le moment de parler de ce qui n'est pas encore une guerre, mais c'est évidemment le grand événement de la semaine dernière peut-être. C'est cette incursion de MiG-31 russes en territoire balte. Alors avec une légère subtilité, qu'il est vrai que le corridor est étroit pour les Russes, entre donc la Russie et Kaliningrad, qui est coincé entre les pays baltes. Enfin bon, bref, il y a les pays baltes entre Kaliningrad, plutôt qui sont coincés entre Kaliningrad et la Russie. Et donc on en avait fait des épisodes à une époque, mais bon, c'est un jeu de débile, mais c'est un jeu assez régulier, quoi, de les escortes d'avions russes qui passent de l'un à l'autre, et donc la présence, un certain nombre d'avions otaniens les escortent de plus ou moins près. S'ils dérivent vraiment, ils les raccompagnent même de manière plus ou moins ferme. Là, il semblerait, alors je n'ai pas étudié le dossier d'extrêmement près, mais il semblerait qu'ils aient quand même particulièrement bavé sur les contours cette fois-là, puisqu'ils sont restés 12 minutes, donc je crois que c'est 700 bornes quand même, en territoire otanien. Donc ça fait beaucoup. En même temps, le fait est que c'est pas très marrant pour les avions russes, mais on va pas les plaindre de effectivement devoir rester dans un corridor extrêmement étroit pour passer de l'un à l'autre. Voilà, qu'est-ce que vous en avez fait, disons, de cet incident qui est à la fois complètement cohérent avec la manière des Russes de pousser un peu à chaque fois, et en même temps aussi
c'est pas une déclaration de guerre à l'OTAN, voilà, à tout prendre. C'était plus emmerdant d'avoir des drones qui s'abattent en Pologne, je trouve, que ça, quoi. Alors oui, effectivement, hein, on n'a pas des morceaux de MiG-31 ou des armements qui ont été largués, ne serait-ce que dans les eaux territoriales estoniennes. Alors ceci dit, ce corridor, effectivement, il est relativement étroit, mais enfin, c'est pas 400 mètres non plus, c'est quand même quelques kilomètres, donc il y a tout à fait moyen, si on a un pilote un peu correct, de rester dans ce corridor et de ne pas avoir de problème. Donc il y avait quand même une intentionnalité qui était là. Voilà, on peut mordre un petit peu pour se recadrer un petit peu et se remettre un petit peu dans la ligne. Là, manifestement, c'était absolument pas le cas. Maintenant, c'est pas la première fois non plus que les Russes rentrent dans des espaces aériens OTAN, voire font des démonstrations. Alors il y a quelques années d'ici, je me souviens, c'était des Tupolev 22. Des backfire qui fonçaient en fait vers Stockholm, avec des modes d'engagement en fait de tir par-dessus l'épaule, qui étaient typiquement le genre de choses qu'on verrait si une arme nucléaire était larguée en fait. C'est-à-dire, c'est quoi c'est quoi les tirs par-dessus l'épaule? Un tir par-dessus l'épaule, en fait, c'est que vous allez avoir une progression en légère pente, vous ouvrez votre soute, et ensuite vous allez remonter, faire un début de looping finalement, et c'est dans la remontée du looping que vous allez larguer l'arme pour lui faire avoir une trajectoire balistique direction la cible. Je tiens à dire que là, ça fait partie de ces cas où ça vaut le coup d'avoir la vidéo, puis de regarder le podcast sur YouTube, parce que là, vous pouvez voir Joseph mimer la manœuvre du tir par-dessus l'épaule. Et voilà, quoi. L'idée, c'est de faire une sorte de cabré pour envoyer le missile ou la bombe sur une trajectoire plus parabolique que si c'est simplement largué, quoi. C'est ça. Et puis après, vous vous rétablissez, puis surtout, ça va permettre de dégager le plus rapidement possible, parce que derrière, évidemment, ça va pas tarder à sauter avec un flash, avec une onde de choc, avec une onde thermique, une onde de choc, etc. etc. Et donc les Russes, ils faisaient semblant de faire ça Alors ils ont fait semblant, alors je n'ai plus l'année exactement en tête, mais effectivement les Suédois à l'époque, ça les avait déjà bien fait réfléchir. Ça avait une incidence directe d'ailleurs sur le positionnement des Suédois, donc des citoyens et des citoyennes suédoises par rapport à l'entrée dans l'OTAN. On se disait, ok, on a désarmé durant ces années, mais bon, voilà, on voit bien quand même que Stockholm, voilà, c'est pas en plein milieu de la Suède, donc voilà, ça interpelle et ça pose des questions. Alors par rapport aux États baltes, il y avait déjà eu aussi des pénétrations. Je pense que c'était Johan Michel qui disait là récemment, il en a comptabilisé 44, quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est dans un contexte qui est bien particulier. C'est juste après, effectivement, cette histoire d'entrée de drones en fait dans l'espace aérien polonais qui se passait. Une entrée et descente. Une entrée et descente, voilà. Ils sont écrasés, quoi. Ils ont pas fait une promenade pour voir à quoi ça ressemblait, voilà, le bloc OTAN. Ils sont abattus dedans, quoi. Voilà, on a retrouvé des morceaux un peu à gauche à droite et tout ça évidemment dans la foulée de l'exercice Zapad 25, et puis évidemment dans le contexte plus général de la guerre d'Ukraine et d'Européens qui finalement prennent le relais des États-Unis dans l'aide fournie à l'Ukraine, donc avec un intérêt plus net, on va dire, pour la Russie de mettre la pression sur les Européens en mode est-ce que vous êtes vraiment certains de vouloir aider l'Ukraine comme vous le faites, et avec des États baltes qui en l'occurrence sont très très prompts, baltes et scandinaves d'ailleurs, très très prompt en fait. Plus la Pologne. Plus la Pologne. J'ai toujours le Grand-Duché de Lituanie en tête, donc en ayant étudié un peu l'histoire de la Pologne à une autre époque, mais donc très prompt à aider l'Ukraine avec des volumes d'aide et d'aide industrielle, etc., qui sont quand même assez considérables, et avec un noyau finalement d'États apportant leur soutien à l'Ukraine, qui est en plein dans cette zone-là, hein, Pologne-Balte. Avec une petite démonstration hier à la tribune de l'ONU qui était intéressante de Radosław Sikorski, donc le ministre des Affaires étrangères, qui a quand même ponctué son discours par un sympathique si on vous fait péter un MiG-31 en morceaux, vous viendrez pas chialer. But we will not be intimidated. I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. You have been warned. Thank you.
dit comme ça à l'ambassadeur russe à l'ONU, enfin, je sais pas si c'était Lavrov de l'autre côté, enfin bon, c'était vivifiant comme échange. On n'est plus dans les années 2010, hein. On n'est plus dans les années 2010 très clairement. Maintenant, c'est vrai qu'entre le laisser-faire total et absolu et on laisse faire le transit et je me débrouille pour avoir en plein milieu de la mer Baltique le plus gros centre de pièces détachées de MiG au monde, il y a quand même des options qui sont intermédiaires. Il y a des options intermédiaires, mais un certain nombre de commentateurs ont rappelé l'exemple turc il y a quelques années de... c'est un MiG-31 déjà, je pense, qui était... Un Sukhoi 24. Un Sukhoi 24, qui avait un bien bavé sur l'espace aérien turc. Et il est devenu pièce détachée, hein, et pas en bas d'état. Et a priori, les Russes n'ont pas réessayé après, quoi. Alors, ils n'ont pas réessayé après, mais si, justement, ils avaient réessayé. Hein. Il y a eu quelques autres incidents. Après, c'était un contexte... chaque contexte est particulier. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Moi, je suis toujours très, très prudent avec les analogies historiques. Un contexte n'est pas l'autre. Et en l'occurrence, des Turcs qui étaient aussi dans cette logique de vouloir, à un moment donné, en fait, imposer une espèce de zone tampon, hein, donc entre eux, leur territoire, et donc au sein finalement de la Syrie, dans la zone nord, la zone nord syrienne, volonté qui va aller finalement jusqu'à un moment donné engager leurs propres drones, etc. Contre 2017, si je dis pas de bêtises, la même année en fait, pour aller casser finalement des colonnes blindées de Syriens remontant par là, et avec des Russes qui en l'occurrence n'ont pas bougé. Donc vous voyez, la configuration n'est pas la configuration n'est pas la même. Maintenant ici, je pense qu'on a raison de vouloir conserver la légitimité pour nous, mais je pense qu'on a raison aussi de dire écoutez, la prochaine fois, là cette fois-ci, voilà, ça fait un certain temps qu'on laisse faire. La prochaine fois, ne vous étonnez pas si. Le problème, évidemment, c'est qu'à force de laisser faire, ça ne soit perçu comme étant de la faiblesse. Après, c'est là où interviennent effectivement des options intermédiaires. Typiquement de l'accrochage radar, typiquement du lâcher de leurre, hein. Après tout, les Russes l'ont déjà fait aussi, hein, de passer, les Russes ou les Chinois, de passer devant un avion de patrouille maritime, d'avoir des manœuvres, on va dire, non professionnelles, parce que très rapprochées, etc. C'est effectivement pas un sport de masse, mais qui souligne... Donc lâcher de leurre, c'est on lâche des leurres juste devant le nez de l'autre avion pour lui faire brouiller un peu ses capteurs et pour qu'ils comprennent qu'on est prêt... Voilà. Pour qu'ils voient littéralement que... parce que c'est quand même des leurres où il y a quand même pas de magnésium, etc. Donc ça brûle bien, quoi, hein. C'est quand même très très visible, même de jour. Et où de facto, ça joue un rôle de tir de semonce. C'est pas complètement inimaginable non plus d'imaginer un tir-canon de semonce, hein. On tire à côté, il y a de la traçante, et ça permet de faire passer un message. Le prochain tir, c'est soit de vous dégager, soit... Donc on voit bien qu'il y a quand même toute une série d'options intermédiaires. Et ça, on va dire, c'est les options qui sont... disponibles à chaque fois qu'on a des avions de présence avancée français. Enfin, il y a des Mirage 2000, des Rafales qui sont dans le coin et qui peuvent décoller en mode police du ciel comme on le ferait sur le territoire national pour escorter, etc. Et c'est un épisode, je crois, de Mirage qui racontait ça. En fait, on se retrouve un peu nez à nez avec des Sukhoi, c'est désagréable, mais on est là, quoi. Voilà, il y a un message politique qui passe en fait dans tout élément de stratégie opérationnelle, hein, donc d'action finalement, il y a toujours une dimension déclaratoire. Le déclaratoire, la stratégie déclaratoire finalement, c'est un peu l'étage politique de la stratégie militaire, mais de facto l'action militaire est un message politique en soi, que cette action soit une interception effectivement dans l'espace aérien international, ou que cette action soit un tir de missile sol-air. Il y a une sémiotique finalement propre à chaque action, à chaque action militaire, avec des intensités qui sont variables. C'est évidemment pas la même chose que de dire à la radio, écoutez, sur une fréquence partagée, écoutez, maintenant dégagez de l'espace aérien, ou de tirer un coup de semonce. C'est évidemment pas la même chose. Mais encore une fois, la stratégie militaire, la continuation de la politique par d'autres moyens. Et le traducteur finalement de cela,
ce sont les aspects déclaratoires de la stratégie et de l'action, voire même de l'action. C'est-à-dire tactique. l'explication de texte après l'action. Mais c'est intéressant, vous me disiez, c'est votre petit tropisme F-35 qu'on connaît, qui commence à être déjà un peu documenté, mais vous me disiez... Non mais c'est intéressant, vous me disiez, ça marche... c'est pas sûr que le F-35 ce soit la meilleure bécane pour faire ce genre d'esbrouf, d'intimidation, de trucs comme ça, parce que c'est pas exactement les qualités de l'engin, quoi. Le concept d'emploi du F-35 est un concept d'emploi à distance de sécurité. Donc voilà, il y a un appareil de détection aérienne avancé, comme ça on reste loin de la cible, comme ça on reste furtif, puis on tire les engins, ou alors on n'a pas d'appareil de détection aérienne avancé, on se rapproche de la cible, on est un peu moins furtif radar, et on va tirer, etc. Et donc finalement, l'aspect manœuvrabilité de l'appareil, il importe un peu moins, parce que de toute façon, un peu comme le F-14, on est une espèce de grosse dinde qui tire à distance de sécurité, et donc on n'a pas besoin, Top Gun est très trompeur de ce point de vue-là, on n'a pas besoin de virevolter dans tous les sens. Alors je sais que je suis en train de me faire plein de copains là, mais... Non, moi je pense que la grosse dinde, ça va rester, ce sera reprimé, oui. Le surnom du F-14, c'était The Turkey, c'était la dinde, Et donc, in fine, effectivement, c'est là où on voit, dans ces one-on-one ou dans ce quasi-dogfight, finalement, que la manœuvrabilité, elle importe. Alors, je ne dis pas que le F-35 a zéro manœuvrabilité, c'est pas vrai, mais voilà, on sait bien qu'il est un peu moins rapide, donc ça c'est vrai que dans la vitesse de progression sur un scramble, donc sur le moment où l'alerte sonne, et puis décollage, et puis rejoindre finalement le point d'interception, voilà, malgré tout, ça a un impact. Si on court vite, très vite ou plus lentement, forcément, on va plus ou moins vite pour aller... et ça laisse plus ou moins d'options dans les interceptions. Après, il y a la question de la manœuvrabilité en tant que telle. On peut être lent et manœuvrable. Le Spitfire était relativement lent par rapport aux appareils d'aujourd'hui, mais était malgré tout très, très manœuvrable. Manœuvrable pourquoi ? Pour peut-être se mettre dans les 6 heures de l'avion, peut-être pour tourner autour, peut-être pour faire ce genre de choses. Avec des questionnements qui sont là aussi. On sait que sur le F-35, il y a un peu moins d'obus, simplement au niveau du canon. Donc ça restreint plus ou moins aussi les options en matière de coups de semonce. On n'a peut-être pas envie de jouer trop près du radar, parce qu'on n'a peut-être pas envie non plus que... les signatures soient étudiées d'un peu trop près par... voilà. Donc, alors, après, non, mais c'est vraiment la problématique de l'intimidation et de la dissuasion. C'est beaucoup plus difficile alors dissuader, c'est toujours une problématique, mais d'intimider quelqu'un si la personne ne voit pas. Enfin, oui, tout à fait. De ce point de vue-là, c'est plutôt mieux d'avoir un énorme F-15 avec beaucoup de matos sous les ailes, plutôt, ou un Rafale, parce que le Rafale porte des trucs aussi, qu'un F-35 subtil, discret, mais qu'on ne voit pas arriver. Voilà, donc je ne dis pas que le F-35 est inutile, il a son utilité. Il y a tout un concept qui est là, qui est là derrière, il ne faut pas non plus dire du mal, parce qu'après on fait une réputation comme quoi je suis Non, je considère que justement il faut replacer l'appareil dans son cadre. Mais ce cadre-là n'est pas forcément le plus apte aux forces en Baltique, quoi. En fait, la polyvalence, elle a toujours des limites. Donc le F-35, on l'a voulu comme étant un appareil polyvalent, mais malgré tout, quand on reprend les fiches programmes, etc., quand on lit ce que dit le GAO, la Cour des comptes américaine, c'est quand même un appareil qui a d'abord été conçu pour faire de l'air-sol, avec évidemment un aspect supériorité aérienne, etc., mais qui devient un peu secondaire finalement par rapport à l'aspect air-sol. C'est pas pour rien que les Américains étudient un nouveau réacteur pour à la fois effectivement avoir toutes les capacités du bloc 4, mais en même temps aussi avoir un peu plus de punch sur une machine qui est parfois un peu asthmatique. Voilà, il y a quand même une reconnaissance finalement aussi. Et puis les capacités de refroidissement aussi au niveau de l'informatique. Il y a quand même une reconnaissance du fait que il a ses limites, en fait, comme tout appareil. On peut demander à un Rafale de voler à Mach 3. C'est
peut-être possible un jour, mais je ne suis pas certain de l'état de l'engin une fois que le stunt aura été réalisé. Et de l'état du pilote surtout. Il reviendra avec une aile en moins. Voilà, oui, c'est possible. Il y avait un F-15 qui avait atterri comme ça une fois, il avait perdu une aile et ils ont réussi à le faire atterrir. Les gars ont réussi à le faire atterrir. Voilà, bon, disons qu'après il faut beaucoup de scotch pour leur taper. Mais de manière fameuse, il y a un Jaguar aussi qui est trône d'ailleurs au musée de l'air et de l'espace au Bourget, qui s'était pris un SAM, je crois, un missile surface air, et qui est revenu pour le raconter, ce qui n'est pas un sport de masse. C'est pas un sport de masse, et voilà, je pense que le pilote a dû bien se réhydrater après, parce qu'il a dû suer des gouttes assez costaudes là sous son casque. Mais donc l'un dans l'autre, effectivement, dans ce genre de manœuvre, dans ce genre de situation, la détectabilité joue un rôle, et surtout la manœuvrabilité. Alors, c'est vrai que face à un MiG-31, là, on n'est pas sur de la dinde, on est sur de la dinde obèse. Voilà, ça compte peut-être un peu moins. Si ça a été du Sukhoi 27, si ça avait été Sukhoi 30, Sukhoi 35, enfin bref, des appareils qui sont un peu plus manœuvrants. Ok, pour les taper à distance de sécurité du F-35, c'est bien. Pour faire de l'interception one-to-one et faire peut-être un peu mumuse, ou pour citer Tom Cruise, pour faire un peu de diplomatie, voilà, c'est peut-être moins idéal. Et enfin, peut-être tout dernier, avant de terminer, le sujet, vous me disiez qu'il y a un sujet qui est un peu passé sous les radars, qui est l'aide américaine aux États baltes, qui semble-t-il... Alors, j'ai vu sortir un certain nombre d'articles ces derniers jours sur un certain nombre de ventes d'armes que les Américains stoppent de manière plus ou moins ouverte, etc. Mais bon, là, plus généralement, vous disiez qu'il y a une aide américaine aux pays baltes qui est manifestement en train de se faire biffer sur un coin de bureau, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a eu des annonces du côté de Pete Hegseth, donc du secrétaire américain à la Défense, comme quoi l'aide américaine aux pays baltes, alors qui était une aide quand même qui durait déjà depuis longtemps, depuis la fin des années 90, en fait, cette aide américaine allait s'arrêter. Alors là, on parle d'aide en termes, historiquement en termes de budget qui est donné pour l'armement de ces États-là. Alors, évidemment, on peut se poser la question, on dit, ok, on voit bien que les États baltes, eux, ils sont carrément en train de passer les 4-5% du PIB à la défense, donc est-ce que c'est encore nécessaire finalement pour les États-Unis de les aider ? Ça peut être pour une raison plus politique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas embêter la Russie qui considère que les États baltes justement sont des troublions et un peu des pousses au crime, etc. Et bon, vu la posture de l'administration Trump par rapport à la Russie, que finalement il faut donner quelque part des gages à Moscou, finalement de la bonne volonté, bon, certains diront de la soumission de Washington à Moscou. Toujours est-il qu'effectivement ça intervient à un moment qui est évidemment assez particulier, effectivement dans ce contexte de pénétration des espaces aériens, etc. Voilà, donc il y a effectivement il y a le message, mais il y a évidemment le contexte, le contexte du message. Voilà, je crois qu'on peut y voir aussi un autre des signes du désengagement américain tant par rapport à l'Ukraine que peut-être par rapport à l'Europe, quoi. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. Et donc on se retrouve dans quelques semaines, peut-être pas à Paris cette fois, peut-être à distance, pour un nouveau point sur l'Ukraine et le front. Merci beaucoup.